Bonsoir, il est 18h si vous nous rejoignez en direct pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction et dans l'actualité de ce mercredi 29 octobre. Journée mondiale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral. L'AVC, informations et conseils dispensés à l'hôpital du Chesnay. Chaque année, 155 000 personnes sont touchées, 62 000 en décèdent. 40 ans après les accords de paix entre la France et le Vietnam, une exposition propose jusqu'au 14 novembre de découvrir des costumes traditionnels, des minorités ethniques de ce pays, mais aussi des bijoux, des objets usuels, des photographies et des films. C'est à Versailles. Et Versailles toujours avec la sortie d'un guide artistique et historique. Alexandre Maral, conservateur en chef du château, propose 9 promenades pour découvrir ou redécouvrir la cité royale. Il est l'invité de cette édition. Et pour débuter un anniversaire gourmand, les 20 ans du Salon du Chocolat à Paris, porte de Versailles, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 novembre, 20 000 mètres carrés avec des expositions, des conférences, des dégustations bien sûr. L'incontournable défilé de robes en chocolat viendra en point d'orgue de la manifestation. Les Yvelinois seront présents et pour découvrir leurs actualités, rendez-vous demain jeudi soir sur TV Fil pour Fil Éco, reportage autour de ces artisans dans le magazine hebdomadaire proposé par la rédaction. C'est aujourd'hui que se terminait le procès d'un ancien policier accusé de viol. Les faits remonteraient à 2012. Il se serait produit dans une cellule de dégrisement à Mantes-la-Jolie. On retrouve à Versailles Anthony Reich et Elodie Moine à la cour d'assises. Les faits remontent au 16 mai 2012. Ce soir-là, la police conduit au commissariat de Mantes-la-Jolie une femme ivre voulant tout casser à son domicile. Mais lors de sa période en cellule de dégrisement, la victime et le brigadier chargé de la surveiller ont un rapport sexuel. Accusé de viol, cet ex-policier de 40 ans, révoqué de la police nationale depuis les faits, plaide le malentendu sexuel. Ça voulait dire qu'elle se souvient de rien. Elle se souvient uniquement des actes qui accusent mon client. Par contre, les propos qu'elle a tenus avec les policiers qui l'ont amenée en véhicule, au terme desquels elle leur a parlé de son amour de l'uniforme, de son amour de la salsa, où elle a plaisanté, où certains des policiers utilisent le terme d'aguicheur, ça, elle s'en souvient pas. Que mon client est un monstre, ça, elle s'en souvient. Après 3 jours d'audience, la victime, une femme d'origine espagnole de 46 ans, est apparue à la barre ce matin, la voix tremblotante, jugée fragile psychologiquement mais crédible par les enquêteurs. Cette femme a déclaré sa vie détruite depuis plus de 2 ans et demi, cette fameuse nuit du 16 mai 2012. Pour son avocate, le verdict de ce procès peut avoir valeur de symbole. La déclaration de culpabilité, pour moi, s'impose dans ce contexte-là. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Si on commence à tolérer ce genre de comportement, ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans un commissariat de police. Dans le quartier de Mantes-la-Jolie, la population a déjà une mauvaise image de sa police. Elle est souvent dans une situation de défiance à l'égard des forces de l'ordre. Ça a été ébruité, cette affaire. Il y a eu des articles dans la presse locale et les gens se méfient beaucoup et hésiteront, je pense, à l'avenir à aller déposer plainte si jamais il est acquitté. L'avocat général a requis 10 ans de prison contre cet ex-policier. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. Dans l'actualité également de ce 29 octobre, la grève des postiers sur Vélizy, les secteurs de Versailles, Buc-Viroflay ou encore le Chesnay étaient concernés. À l'appel de la CGT, une mobilisation a eu lieu pour dénoncer une détérioration des conditions de travail des agents. Des perturbations ont été enregistrées dans la distribution et dans la collecte du courrier. Les accidents vasculaires cérébraux à l'origine de 62 000 décès chaque année en France. Leur nombre pour les 20 à 64 ans a augmenté même de 25% en 20 ans entre 1990 et 2010. Journée de mobilisation aujourd'hui, de prévention comme à l'hôpital du Chesnay. Patrick Jacques de Dixmude et Catherine Zulato pour ce reportage. Un accident vasculaire cérébral, c'est la survenue d'un déficit brutal neurologique où il existe une lésion vasculaire. Dans 80% des cas, il s'agit d'un infarctus cérébral, soit un caillot dans une artère. L'importance en cas d'AVC, c'est de réagir très rapidement dans les 4h30 après la survenue des premiers symptômes. Les signes les plus caractéristiques, en général, ça survient d'abord brutalement et c'est souvent indolore. Qui souvent ne fait pas consulter les gens. Ça peut être des troubles de l'élocution, par exemple, un patient il ne peut plus sortir un mot ou un mot pour un autre, ou un jargon incompréhensible. Après, il peut y avoir des symptômes moteurs. Alors, on peut remarquer une déviation de la bouche, par exemple, où on lâche sa fourchette tout simplement et ça revient, ou bien ça reste et puis on peut avoir, par exemple, le déficit de tout un côté droit ou gauche.
Dès l'apparition des symptômes, ne pas hésiter à composer le 15. Impossible de prévenir un AVC, il y a 150 causes différentes. Parmi les facteurs de risque, le tabac, l'alcool, l'hypertension ou encore le diabète. Max Ramy a été victime de 2 accidents vasculaires cérébraux, le premier en février 2012 et le second en décembre 2013. Le premier, il m'a surpris même, je ne savais pas que c'était un AVC. Le second, je ne m'en suis pas rendu compte, puisque je venais d'être opéré. Et le lendemain de mon opération, j'ai fait l'AVC le matin. Aujourd'hui, après de nombreux efforts de rééducation, Max a pu récupérer son bras gauche et poursuivre la sculpture. C'est grâce à la sculpture un peu que j'ai repris la maîtrise de ma main droite. Ça prouve quand même aux gens qui viennent voir qu'on peut faire des choses malgré un AVC. C'est un message d'espoir, c'est tout. Que ce soit pour les orthophonistes, que ce soit pour qui sont paralysés, etc. Il faut travailler jusqu'au bout. L'an passé, 700 cas d'AVC ont été traités au centre hospitalier de Versailles, un nombre en évolution constante. Et à l'occasion de cette journée de prévention des AVC, nous sommes allés vous rencontrer dans la rue à 50 ans en Yvelines pour vous demander si vous connaissiez les premiers symptômes et surtout comment réagir. Oui, je crois qu'il y a l'histoire du langage. Je connais pas, franchement je connais pas. Je sais que les gens qui mangent beaucoup de viande, ils ont des risques d'accident cardiovasculaire. On se paralyse, non? Il n'y a pas un membre qui se paralyse, on ne vient pas un peu paralysé. Paralysie partielle, perte de la vue, des sensations d'un côté, soit dans les jambes, soit dans les bras. Difficulté de langage peut-être. Vous savez ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Il y a un petit test, mais il faut appeler les secours déjà je pense. Sinon il y a un petit test, est-ce que vous pouvez lever le bras? Paralysie faciale, perte de la parole je crois. Et c'est tout. Nous en parlions hier. Le premier bailleur d'Île-de-France, Lopivois, est dans une situation inédite. Yvelines, Val-d'Oise et Essonne doivent composer le conseil d'administration de l'office HLM de 50 000 logements. Mais seul le dernier département, l'Essonne, donc, est encore représenté et les locataires s'inquiètent. Reportage. Lopivois, le premier bailleur d'Île-de-France, fonctionne depuis maintenant 2 ans avec un conseil d'administration réduit. En cause, la démission des élus des conseils généraux des Yvelines et du Val-d'Oise. Seul l'Essonne a maintenu sa présence. À l'époque, il souhaitait tirer la sonnette d'alarme et alerter sur la gestion et la situation financière de ce bailleur. Mais depuis, la situation n'a pas évolué, ils n'ont pas été remplacés. Une situation que déplorent les locataires. Les conseils généraux des Yvelines et du 95 garantissent plus les emprunts. Donc ça fait que ça a bloqué des projets, que ça en a même certains projets été abandonnés, comme à Villepreux-les-Clays, comme certaines réhabilitations ont mis du temps à se mettre en place. Donc maintenant, Pierre Bédier nous dit qu'il y a d'autres mécanismes financiers, certes, mais il est président du conseil général. Et avant la mise en place d'autres mécanismes, c'est plutôt à lui, en tant que président, à garantir l'emprunt du deuxième bailleur de France. Les administrateurs encore présents se disent fragilisés. Un constat repris par le nouveau président de Lopivois lors de sa première conférence de presse en septembre dernier. Oui, moi j'ai été frappé et heurté de voir des élus du Conseil général du 78 et du Conseil général du Val-d'Oise qui depuis 2 ans refusent de siéger au conseil d'administration de Lopivois. Ils y ont leur place, mais depuis 2 ans ils n'ont pas désigné leurs représentants. Ça atteste d'une forme de désinvolture. Pour le président du Conseil général, la solution réside dans la départementalisation. Une fausse bonne idée selon les administrateurs, ce changement de gestion accentuerait les écarts en termes de logement entre les départements. On a un personnel très inquiet au sein de Lopivois et ça veut dire quoi vis-à-vis de la solidarité en Île-de-France? C'est pour ça que la régionalisation est un projet structurant. La départementalisation n'a pas de sens à l'échelle des économies qu'on pourrait faire. La loi Allure permettrait à Lopivois d'être régionalisée d'ici 2016. Des négociations seraient actuellement en cours. En Île-de-France, Lopivois regroupe 50 000 logements, dont 16 000 dans les Yvelines. Place à l'invité de ce 29 octobre et bonsoir Alexandre Maral. Vous êtes conservateur en chef du château de Versailles. On va parler de votre ouvrage, de cet ouvrage, Versailles, côté ville, côté jardin, 9 promenades d'art et d'histoire. On est sur un ouvrage qui invite à la détente, à flâner un petit peu et puis surtout à se rendre compte que Versailles, ce n'est pas uniquement le château, qu'il faut prendre la ville comme un ensemble avec son château. C'est tout à fait ça, c'est pas seulement le château, c'est pas seulement le musée. C'est un territoire, c'est une ville, c'est un domaine et c'est Versailles dans cette dimension, dans ces dimensions multiples que finalement j'invite les visiteurs à se promener
à redécouvrir ces lieux et à en comprendre non seulement la complexité, mais la cohérence, parce que tout se tient. Tout a été conçu. Tout a été voulu, conçu par Louis XIV, et c'est encore sa pensée, son schéma directeur qui régit cet ensemble extrêmement vaste. Et il y a même la dernière des promenades, là il faut vraiment des chaussures de marche parce qu'on parcourt le domaine. Parce que vous qui officiez justement pour le château de Versailles, on se rend compte que les touristes, d'aussi loin qu'ils viennent, se concentrent uniquement sur ce château. Hein. C'est difficile de les faire sortir du château. C'est-à-dire ceux qui viennent de loin ont peu de temps à passer à Versailles. Alors évidemment, ils privilégient les endroits les plus forts, comme la Galerie des Glaces ou la Chambre du Roi. Mais c'est vrai que si on a un peu plus de temps, et ça vaut vraiment la peine, le coup de se promener dans la ville et dans les jardins et dans le domaine, évidemment. Donc de se promener avec ce guide, forcément sous le bras. Une parenthèse tout de même juste sur votre introduction, puisque vous écrivez que le site de Versailles réclame d'être encore davantage protégé des menaces qui le concernent. Quelles sont les menaces qui pèsent ? On n'est jamais à l'abri des aménagements, des travaux. C'est sûr qu'il faut veiller. Il y en a actuellement qui vous inquiètent Actuellement, non, mais on voit, quand on examine l'histoire du lieu, combien il a pu, par miracle finalement, nous parvenir jusqu'à nous. Et il faut rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles menaces. On a une chance formidable d'avoir conservé cet ensemble et tout démembrement, toute déqualification serait catastrophique. On en vient au cœur de l'ouvrage 9 parcours du Trident au quartier de Montreuil, des quartiers du Vieux Versailles, Saint-Louis, des jardins aussi. Comment vous avez fait le choix de ces 9 balades historiques ? Je voulais d'abord insister sur la ville qui a des quartiers distincts, le quartier Notre-Dame évidemment, le quartier Saint-Louis, le Vieux Versailles que l'on connaît moins. Examiner aussi, c'était très important pour moi, le château en ville, les dépendances du château en ville. Le château, c'est pas seulement le bâtiment principal, c'est toute une nébuleuse de ministères, d'écuries, l'hôtel des gendarmes, tout ça, toutes ces dépendances qui n'existent que parce que le château est là, mais qui parsèment, qui ponctuent la ville. Et donc, les promenades dans la ville invitent aussi à se rendre compte de cette dimension de la présence du château dans la ville. Côté jardin, j'ai proposé les itinéraires en fait sur les pas de Louis XIV lui-même, qui avait rédigé donc une manière de montrer les jardins de Versailles. C'est un itinéraire royal formidable qui permet de parcourir l'ensemble des jardins et d'en examiner tous les points de vue. Et puis les promenades à Trianon et dans le domaine qui sont là un peu plus longues, enfin qui demandent un peu plus de temps, mais là encore on peut les parcourir en les fractionnant. Et l'essentiel, ce sont des promenades qui ont été conçues pour le plaisir avant tout. La collecte des informations justement ensuite sur les bâtiments. Vous avez mentionné tout à l'heure la manière de montrer les jardins de Versailles qui avait été déjà conçue à l'époque par Louis XIV, mais pour le reste, pour tous les bâtiments, quel travail vous avez mené ? Vous êtes basé sur les archives dont dispose le château notamment ? Archives, oui, municipales, archives nationales, et puis les articles. Il y a eu beaucoup d'études portant sur tel ou tel aspect des bâtiments de la ville, tel ou tel quartier, mais là, c'était l'occasion d'en offrir une synthèse. On va voir quelques photos justement. Alors, ce n'est pas un questionnaire piège, mais vous pourrez peut-être nous éclairer, nous donner un avant-goût de ce qu'on trouve dans le livre. C'est le couvent de la Reine, le lycée Hoche, maintenant, qui est un des plus bels ensembles, un des plus beaux ensembles d'architecture monastique du XVIIIe siècle et qui a aussi été préservé de façon miraculeuse jusqu'à nous et qui la restauration récente permet d'apprécier tout cet ensemble, notamment la chapelle, dans toute sa beauté. Chaque bâtiment a son histoire. Une autre photo peut-être ? Le théâtre Montansier, bien sûr, oui, qui lui aussi a été restauré dans les années 1990 et qui est un lieu tout à fait intéressant de l'histoire du théâtre. Il n'y a pas seulement l'Opéra Royal, il y a aussi ce théâtre. Et puis une dernière photo. Allez, vous êtes intarissable. Mais peut-être une dernière photo. La salle du jeu de paume aussi, qui est un haut lieu de notre histoire nationale. C'est là qu'a été prêté le serment du jeu de paume, qui marque le début de l'Assemblée, de la représentation nationale. Et donc ce lieu là aussi est ouvert au public, bien sûr. On est sur des lieux qui sont emblématiques, qui sont connus déjà, mais est-ce qu'il y a des richesses qui sont
moins connues, des richesses méconnues à Versailles que vous avez réussi à mettre en avant dans l'ouvrage? C'est tout ce qui concerne, alors pour rester dans la ville, il y a les glacières par exemple qui sont en haut de la rue du Maréchal Joffre, qui ne sont pas beaucoup moins connus. Le parc Auxerre, évidemment, il y a beaucoup de légendes, de bruits qui courent sur l'emplacement exact du parc Auxerre. Alors on peut le découvrir au cours d'une des promenades dans le quartier Saint-Louis. Il y a comme ça quantité de... Aussi Montreuil est très mal connu, et une des promenades permet justement un excursus du côté de ce quartier. Donc là, on est côté ville, et puis il y a côté jardin qu'on a abordé tout à l'heure, et là, on peut parler de véritable musée à ciel ouvert, c'est ce que vous dites? Musée à ciel ouvert, tout à fait, et une mise en scène. Quand on se balade dans le parc, c'est vrai quelquefois, et pourtant, il y a toute cette richesse. Non, alors évidemment, et l'intérêt de suivre Louis XIV sur ses pas, selon la manière de montrer le jardin de Versailles, c'est qu'il nous invite à découvrir les points de vue, les perspectives, de découvrir que ce domaine, ces grands tracés sont là pour la satisfaction de l'œil, le plaisir de l'esprit aussi, cette espèce de joie de voir un territoire parfaitement dominé par la main de l'homme et harmonisé, agencé de manière harmonieuse. Et les œuvres d'art, les sculptures notamment, sont là pour souligner cette présence bienfaitrice de la civilisation. Le guide est en français. Est-ce que des éditions en langue étrangère sont prévues pour les touristes du monde entier? On peut le souhaiter, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour commencer, nous sommes dit avec l'éditeur que le public francilien serait le premier, évidemment, à s'intéresser à ce type de promenade, pas tout simplement parce qu'il est sur place, qu'il a le temps de les parcourir, mais si une demande vient de l'étranger, eh bien nous orienterons vers une traduction en anglais. Avec des mises à jour régulières? C'est Avec prévu des déjà? mises à jour, bien sûr, oui. C'est prévu déjà de mettre à jour ce guide d'Alexandre Maral, Versailles, côté ville, côté jardin, aux éditions Le Passage. Merci d'être venu sur ce plateau. Culture toujours, à Elancourt à présent, la ferme du Mousseau a convié 2 artistes, Olivier Michel et Emmanuel Rivière, à partager espace et temps de travail. Leurs univers, leurs créations se sont croisés. Le résultat est à découvrir à travers une exposition intitulée Parasitage. Guillaume Lachenal pour ce sujet. Parasitage, c'est le nom de l'exposition actuellement à la ferme du Mousseau. Le temps d'une résidence d'artistes, Olivier Michel et Emmanuel Rivière ont réfléchi ensemble sur la représentation visuelle de parasites qui nous gênent pour la contemplation d'une œuvre. Explication. Alors c'est un titre qui est un peu négatif. On a l'idée quand on parle de parasites, des idées de choses assez négatives. Et eux, ils avaient vraiment envie de réfléchir sur cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'un parasite visuellement? Comment notre vision d'un dessin, d'une forme, elle peut être parasitée par une autre forme? Les 2 artistes contemporains désiraient travailler ensemble depuis longtemps. Grâce à cette résidence à Elancourt, ils ont pu enfin réaliser leurs souhaits et mettre leurs talents en commun. Il y a eu quelque chose d'extrêmement spontané dans cette résidence, vraiment. Quasiment tous les jours, je les voyais en train de jouer, littéralement, à essayer des choses. Il y a vraiment quelque chose de très expérimental. Leur technique, la sérigraphie. Cela leur a permis de répéter des motifs indéfiniment. Ils ont ainsi créé des textures ressemblant à des éléments organiques. Comme technique de base sur l'exposition, de technique fil rouge sur l'exposition, vous avez la sérigraphie. C'est une technique d'impression sur n'importe quel support qui permet de reproduire à l'infini, autant de fois qu'on encre l'écran de sérigraphie, un même motif. Tout le travail de création graphique qui s'est articulé autour des possibilités techniques et artistiques offertes par la sérigraphie, en jouant sur les coulures, les absences de l'image, les saturations. Qu'est-ce qui se passe quand on imprime plusieurs fois sans réancrer? On perd la définition de l'image, du coup on arrive à des images fantômes qui créent des blancs. Est-ce qu'on garde ces blancs? Est-ce qu'on va les réancrer? Voilà, tout un tas de possibilités graphiques à partir de la sérigraphie. L'exposition se termine le 9 novembre. Elle a déjà accueilli plus de 180 visiteurs. Le Vietnam, 54 ethnies différentes, chacune avec leur costume, et une exposition est présentée en ce moment à la mairie de Versailles au profit de l'association Enfance Partenariat Vietnam. Catherine Zulato. Des costumes plus colorés les uns que les autres, issus de 54 ethnies différentes. Une initiative d'Enfance Partenariat Vietnam pour se faire connaître et faire partager cette culture. À l'origine de l'association, il y a 7 ans, Florence Cavalier. Son association intervient en faveur des enfants les plus en difficulté.
Vous savez que notre histoire avec le Vietnam a commencé il y a 21 ans, lors de l'adoption de nos 2 filles aînées, qui ont maintenant donc 21 ans. Et du coup, on a été très reconnaissants envers le Vietnam de nous permettre de devenir parents à ce moment-là. Et on a souhaité aider les enfants qui étaient dans les orphelinats, qui n'avaient pas la chance d'être adoptés. Tous les enfants handicapés aussi, qui nous touchaient beaucoup. Depuis toutes ces années, Florence Cavalier est allée une quarantaine de fois au Vietnam. Elle s'est attachée aux minorités ethniques et initie des projets de solidarité, récemment une savonnerie. Des projets de formation professionnelle pour des jeunes, par exemple, des ateliers de couture, des ateliers de réparation de motos et de vélos. Et du coup, ces ateliers qui sont au sein de maisons sociales permettent à des jeunes d'acquérir une formation. Et au bout de 2 à 3 ans, ces ateliers sont autosuffisants et arrivent à s'autogérer. Voilà. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment qu'il y ait une pérennité du projet, qu'il y ait un suivi et un contrôle de notre projet. L'an dernier, l'association a collecté 100 000 €. Elle vient de terminer la construction d'une école maternelle à la mairie de Versailles. Outre l'exposition, sont également proposés des ateliers d'origami, de cuisine et des séances de contes. Les Lufons à voix qu'ils n'en savaient bien, mais qu'après tout, ils voulaient bien reconnaître sa suprématie. Le conte, ou plutôt des kamishibai, ce qui signifie théâtre d'images en japonais. À partir d'une structure en bois, on passe des images. Là, ce sont des peintures réalisées par des bénévoles. Le secret, il est simple et en même temps un peu édulcoré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une synthèse entre le texte et l'image. C'est-à-dire l'intérêt du kamishibai, c'est que l'image reste plus longtemps que le texte, que les paroles. Donc l'enfant a le temps de bien mettre les mots sur l'image. Les animations se tiennent jusqu'au 14 novembre en mairie de Versailles. Fin de ce journal, à demain dès 18h pour le direct reportage. Précédentes éditions sont à revoir dès à présent sur notre site internet grâce au replay. Excellente soirée.